Bonjour, mon nom est Tannick Beneke. Je suis intervenante budgétaire au CIB, c'est le Centre d'intervention budgétaire et sociale de la Mauricie. Aujourd'hui, on a une belle invitation de Télécœur pour vous parler d'un sujet qui est super intéressant et de l'organisme. Je vais vous présenter nos invités. On a Sarah-Kim Lafontaine. On a Angelica Torres. Et on a Nathalie Champagne. Hey, mais merci de joindre à nous. On va essayer de répondre un peu à toutes ces questions-là par rapport à un peu c'est quoi l'organisme, puis un peu des questions que nous, on se fait poser pendant qu'on fait nos rencontres. Fait que la première question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que ça fait le Centre d'intervention budgétaire et sociale La Mauricie? Bon, le Centre d'intervention budgétaire et sociale de la Mauricie, c'est un organisme communautaire. On est une coopérative d'économie familiale. Et le CIB existe depuis 40 ans. On vient de fêter notre 40e anniversaire. Qu'est-ce qu'on fait? On va rencontrer tous les individus, les familles qui ont un problème d'endettement ou qui ont besoin d'accompagnement pour faire leur budget. Et le seul critère qu'on demande aux gens, c'est d'avoir une source de revenus. Fait que peu importe la source de revenus, on va les prendre en charge. Et qu'est-ce qu'on fait de plus? On donne des ateliers. On va visiter des organismes communautaires pour donner l'atelier budget. C'est notre atelier le plus populaire. Mais on a d'autres ateliers, par exemple, crédit solution aux dettes. On a aussi les informations sur les crédits. Fait que c'est ce qu'on fait. Parfait. Puis ça veut dire que n'importe quelle personne, tant qu'elle a un revenu, fait que c'est pas juste les personnes qui sont sur l'aide sociale peuvent avoir accès à vos services. C'est pas juste les personnes qui reçoivent l'aide sociale. Puis encore là, on dit que les gens qui reçoivent l'aide sociale, c'est les gens qui gèrent mieux leur budget. Fait que le seul critère, c'est d'avoir une source de revenus. Fait qu'on rencontre des gens qui sont au travail, qui ont de bons salaires, qui ont de moyens salaires, mais on rencontre tout le monde. Puis, est-ce que, si une personne vient chez vous, est-ce que, dans le fond, vous assurez la confidentialité puis pour la personne? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte? Bien sûr, Annick. Et nos services sont confidentiels. Et je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. La première rencontre, c'est la consultation budgétaire. Cette première rencontre va nous permettre de dresser un portrait de la situation des gens. Fait que on va voir les revenus, les dépenses et on va aussi évaluer le niveau d'endettement des gens. OK, on va voir si les gens sont en surendettement ou en endettement et de voir s'il y a des pistes de solutions pour les aider à s'en sortir d'une situation comme telle. Puis, là, on disait que vous êtes en Mauricie, mais est-ce que vous êtes Mauricie, Centre Québec? C'est quoi un peu le territoire là, que les gens ont accès à vous? Notre territoire est Mauricie, Bécancour, Nicolet, Yamaska. On a 2 points de service. On a un point de service à Trois-Rivières, on a un point de service à Shawinigan. Puis actuellement, on est à la recherche d'ouvrir un point de service à la Rive-Sud. On n'a pas choisi les lieux, fait qu'on est en réflexion d'où est-ce qu'on va... Mais Nicolet Bécancour, Yamaska est disponible quand même. Vous allez quand même faire des rencontres dans ce territoire-là. Oui, on a quand même des organismes qui vont nous prêter leur bureau. Fait qu'on va rencontrer les gens s'ils ne sont pas capables de se déplacer dans le bureau à Trois-Rivières. À cause de la pandémie, on a aussi ouvert pour la vidéoconférence. Fait qu'on peut rencontrer aussi les gens si c'est urgent, puis on n'a pas la facilité pour les déplacements. Fait qu'on va réussir à les faire par Zoom. Ah, intéressant. Puis là, mettons, quand on va dans le sujet, comment on fait pour établir un budget réaliste aujourd'hui? Je vais y aller. Je dirais que, surtout avec l'inflation qu'on a connue, l'augmentation du coût de la vie, je dirais que avant même de commencer à se préparer un budget, on doit faire une évaluation de nos dépenses de la vie courante. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me coûte d'épicerie? Qu'est-ce que ça me coûte d'essence? Qu'est-ce que ça me coûte? Pourquoi il faut faire ça, en fait, c'est que les chiffres qu'on utilisait il y a 3-4 ans pour établir un budget, ils sont probablement plus très réalistes aujourd'hui. Donc, point de départ, on fait un exercice d'écrire absolument toutes les petites dépenses qu'on a tendance à ne pas mettre dans notre budget. Genre un café, genre des choses comme ça. Là. Le petit café quotidien,
les soins pour les animaux, la litière, la nourriture, les cigarettes. Donc, ça, c'est important. Fait que là, tu dis faut évaluer ça, puis après ça, comment on fait ça? Bien, en fait, pour faire l'évaluation de nos chiffres, ça peut être très simple, soit qu'on compile nos factures pendant quelques semaines pour évaluer nos coûts d'épicerie, toutes les dépenses qu'on a nommées tantôt. Ça peut se faire sur un petit calepin dans l'auto, je reviens du dépanneur, d'aller me chercher un café, je le prends en note. L'idée étant d'avoir un bon portrait de nos dépenses de la vie courante avant de commencer notre budget. OK. Fait puis comment on fait à ce moment-là pour prioriser dans tout ça? Là, on a fait notre budget, il faut essayer de prioriser. Comment on fait ça? Bien, je dirais qu'avant de prioriser, ça va être important de le monter, notre budget. C'est-à-dire, c'est pas compliqué. Dans un cahier Canada, une feuille mobile sur un ordinateur, on se fait 2 colonnes, on planifie, on fait une prévision de qu'est-ce que je pense qui va rentrer dans le prochain mois et qu'est-ce que je pense qui va sortir, autant au niveau de mes dépenses de la vie courante, mon petit café, autant les comptes à payer à chaque mois que les dettes. Donc ça, c'est un bon point de départ si on travaille avec des bons chiffres. Ensuite, une fois qu'on a fait notre prévision, bien, l'essentiel du budget, nous, on utilise cette approche-là, puis elle a fait ses preuves, c'est qu'après, il faut avoir un suivi au quotidien ou sur une base hebdomadaire de qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Et ça, on n'attend pas à la fin du mois pour le faire. Il va être trop tard pour prendre des décisions. Donc, au fur et à mesure, est-ce que j'ai vraiment eu ça de revenus? Oh, ça m'a coûté 100 $ d'épicerie. J'en avais prévu 80. Fait que déjà, pendant tout le mois, ça va permettre de s'ajuster selon le surplus qu'on a ou pas. Là. OK. C'est intéressant. Puis, c'est quoi les principales erreurs que les gens vont faire là, dans tout ce budget-là? Je t'en ai nommé un peu, mais est-ce qu'il y en a d'autres erreurs que les gens y font? Là? Bien, en fait, le fait de ne pas planifier les dépenses courantes dans le budget, ça, c'est une principale erreur. Là. Les gens qu'on rencontre en consultation budgétaire nous arrivent souvent en disant « Moi, je fais mon budget et je planifie mes comptes courants, je mets mon loyer, je mets mes paiements de dette. » Puis, je vis avec le reste. Mais en fait, il faut planifier les dépenses courantes comme l'épicerie, l'essence, les sorties, les restaurants. Si ça fait partie de votre quotidien, il faut le planifier parce que c'est là. Fait que déjà, ça, c'est la première erreur qu'on voit qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à suivre notre budget par la suite. On l'a dit un peu, là, Nathalie l'a nommé un peu, mais pas planifier les petites dépenses. Là, je vais revenir là-dessus parce que c'est quand même fréquent. Des petits quelques dollars à chaque jour. Mais finalement, le petit café, au bout du mois, peut avoir coûté 150 $. Bien, 150 $, c'est un paiement souvent d'une dette ou un paiement de compte. Donc, il faut le calculer ça aussi. Une troisième, c'est pas tant une erreur, là, mais c'est plus quelque chose qui se fait en processus, c'est de s'accoter de paiement. En fait, de dépenser à la hauteur de nos revenus et donc de ne plus avoir de marge de manœuvre pour les imprévus. Donc ça peut nous mettre dans une position vulnérable s'il nous arrive quelque chose. Et un peu dans le même sens là, de vivre paye par paye. Donc, d'attendre à la prochaine paye pour faire ce paiement-là. Donc, idéalement, ce serait d'avoir un petit coussin de sécurité, là, un petit fonds d'urgence pour être capable de rouler là-dessus puis de ne pas manquer de fonds là, s'il nous arrive quelque chose. OK, mais tu sais, mais comment on planifie ça, les imprévus? Parce que là, tu sais, j'ai des pneus d'hiver, j'ai, mettons, peu importe, là, une pièce qui est brisée, tout ça. Comment on planifie ça? Bien, c'est une très bonne question. Puis en fait, j'aurais tendance à dire que, premièrement, il faut déterminer c'est quoi un imprévu. Parce que souvent, ce qu'on va entendre, les gens nous disent, j'ai eu des imprévus ce mois-ci, j'ai dû faire mon changement d'huile, j'ai dû aller poser mes pneus, tabarouette, j'ai dû aller chez le dentiste, j'avais mal à une dent. Donc, techniquement, ce qu'on nous nomme là, ce n'est pas vraiment des imprévus, c'est plus des dépenses annuelles qui sont arrivées à un moment un petit peu là, inattendu dans l'année. Mais on sait que des dépenses, des réparations d'auto, des rendez-vous médicaux, on va en avoir dans l'année. Donc, idéalement, c'est d'avoir un fonds pour ces dépenses annuelles-là. Donc, on peut déterminer un petit montant par mois qu'on se met de côté pour faire face à ces dépenses annuelles-là. Ça ne sera pas de l'épargne, ça va être vraiment pour faire face à ces dépenses-là. Et deuxièmement, j'aurais envie de dire qu'il faut un petit peu se libérer de la pression des « il faut que ». C'est quelque chose qu'on entend souvent aussi beaucoup. Là, il a fallu que je fasse traiter ma pelouse. La télé dans le sous-sol a brisé, il faut que je la change. C'est un imprévu, mais j'ai pas le choix. On peut peut-être se remettre en question sur la nécessité de ces besoins-là, d'enlever un petit peu la pression sociale, de répondre à tous ces « il faut que ».
puis de cibler, en fait, qu'est-ce qui est essentiel pour nous en fonction de nos priorités puis de nos valeurs, en fait. Si je pouvais ajouter quelque chose, parce que tu parles des choses essentielles, puis souvent, on se fait poser la question, qu'est-ce qui est le plus important dans mon budget? Qu'est-ce que je devrais couper? Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une question de valeur et de priorité de chacun. Donc, on n'est pas là pour suggérer qu'est-ce qui est le plus important ou pas, parce que ça va dépendre vraiment de nos priorités. Puis je peux vous donner l'exemple, disons qu'on compare 2 budgets, parce que ils seront nécessairement pas pareils, et qu'il y a une personne qui accorde beaucoup d'importance au bien-être chez soi, donc c'est ce qu'elle aime, versus l'autre personne pour qui la vie sociale, les activités, les sorties prennent beaucoup de place. Donc déjà, en nommant ces 2 éléments-là, on voit tout de suite qu'on n'aura pas les mêmes montants ni les mêmes postes budgétaires dans notre budget. Exact. Donc l'essentiel, c'est à nous de le déterminer. Et c'est important qu'on fasse des choix dans les choses qu'on considère essentielles. Parce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant de budget avec un revenu illimité où on n'était pas obligé de faire des choix. C'est pas arrivé encore. Non. Mais puis en allant un petit peu dans cette optique-là, là, tu parlais de choix, tout ça, mais ça me fait penser aux couples, tu sais, ils n'ont pas les mêmes, justement, besoins essentiels. Comment vous faites ça, là, les budgets de couple? Bon, mais je vais répondre à cette question, Annick. Je te dirais que c'est pas évident parce que on parle des 2 individus. Quand on parle des couples, souvent on va dire aux gens qui nous appellent de venir ensemble parce que ça nous permet d'évaluer la façon comment ils fonctionnent. Ça nous permet aussi de voir les valeurs de chacun puis de voir les priorités. Là, on parle d'un couple qui ont chacun leurs valeurs, puis en plus, il faut qu'ils pensent aussi à qu'est-ce qui est bon pour ma famille. Fait que c'est pas évident de les faire. Puis, il y a aussi comment on partage les dépenses, OK? Parce que, admettons, on voit souvent que c'est 50-50. Fait que si on va payer 50% des logements, chacun, et l'épicerie aussi, on va les faire 50-50, mais chacun a ses dettes de son côté, puis on a des dettes de famille. Fait que des fois, c'est pas équitable. On dit souvent dans la consultation budgétaire, on fait pas de thérapie des couples, mais on voit quand même que ça fait réagir les gens, puis qu'après, oui, il peut peut-être aller voir une thérapie et faire une thérapie des couples, puis ou même qu'ils reviennent en suivi budgétaire, puis qu'ils vont voir qu'ils sont capables de prendre des décisions, puis de faire des changements et d'ajuster leur situation. OK. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que ça doit pas être très facile là, de faire ça. Puis un peu dans toute cette optique-là, tu sais, là, on a parlé du budget, on a parlé des défis et des erreurs, mais là, on a aussi l'inflation qui a un impact sur notre budget. Fait que comment, si vous le voyez, là, que ça a un impact dans le budget? Bien, je dirais que nécessairement l'inflation, la principale conséquence, c'est que ça a amené une hausse des coûts d'à peu près tout ce qu'on a besoin comme besoin essentiel. Donc, c'est sûr que ça fait des dépenses plus élevées au niveau du budget. Si on pense, par exemple, aux dépenses de logement, d'énergie, de nourriture qui ont grimpé en flèche, ça veut dire qu'il y a de nombreux ménages qui déjà, un peu comme tu l'as nommé tantôt, étaient déjà assez serrés au niveau du budget. Bien là, ils se retrouvent devant une situation où ils doivent faire des choix difficiles. Donc, soit que je suis obligée de couper dans mes besoins essentiels, donc j'ai des difficultés à répondre à mes besoins de base. Donc, l'inflation a frappé fort là, dans les services qu'on offre. On pouvait vraiment le constater. Puis, on ne se le cachera pas, là, les gens qui vivent à la limite de leurs revenus vont être susceptibles aussi de vivre des difficultés parce que on a annoncé une augmentation en 2015 déjà du prix de la nourriture. 2025? 2025, ben oui, je vais revenir. Alors, ben c'est ça. Puis un constat aussi qu'on fait aux cibles, c'est que ce phénomène-là creuse encore plus les inégalités sociales. C'est-à-dire que ben ceux qui ont un plus gros revenu et tout ça s'en sortent relativement bien,
Tandis que ceux qui vivent avec un revenu modeste ou faible en arrachent encore plus. Donc, c'est une situation là, qu'on peut voir dans nos bureaux. Puis dans cette optique-là, est-ce qu'il y a des moyens de limiter cet impact-là dans la vie du quotidien ou c'est finalement on fait plus subir finalement? J'aurais le goût de m'avancer en disant on peut peut-être, en élaborant notre budget, revoir chacun de nos postes budgétaires. Tu sais, des fois, on fonctionne avec le même budget parce que ça va bien pendant des années. Puis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas questionné sur est-ce que j'ai encore besoin du câble parce que je suis abonnée à Netflix, parce que je suis abonnée à d'autres affaires. Fait que juste de revisiter les choix qu'on a faits dans notre budget, puis essayer d'aller chercher un petit peu partout là, pour essayer de dégager un peu d'argent là, pour les besoins essentiels. Mais déjà, je pense que de faire son budget, ça permet d'éviter les imprévus puis de planifier du moins les dépenses qui s'en viennent. Puis on l'entend souvent, c'est des économies de bout de chandelle, là, de venir couper un petit montant dans l'épicerie, un petit montant dans les sorties pour qu'au final, ça fasse pas trop mal, mais qu'on soit capable d'équilibrer un petit manque. Ça peut exister comme solution. Mais il n'y a pas de piste magique, malheureusement. Mais dans cette optique-là, peut-être que les gens vont aller utiliser le crédit. Fait que est-ce qu'il y a des bons moments de l'utiliser, des mauvais moments d'utiliser ce crédit-là? C'est dur à répondre comme à cette question-là, mais je dirais, en fait, c'est plus dans la façon d'utiliser le crédit que dans le crédit en soi. Tu sais, le crédit, c'est un outil qui peut être efficace pour nous permettre d'avoir accès à des choses qu'on ne peut pas se permettre sur le moment. Fait que c'est sûr que le crédit peut être difficile à éviter quand on parle, par exemple, d'acquérir une propriété, de s'acheter une voiture. Donc, c'est pas nécessairement mauvais, c'est plus dans la façon dont on l'utilise. Donc, déjà, je pense qu'il faut en revenir encore une fois au budget, en faisant son budget, de déterminer est-ce que je suis capable, premièrement, d'économiser pour le bien que je veux m'acheter, en termes d'argent, mais aussi en termes de temps. On s'entend qu'économiser pour une propriété, ça peut être vraiment long, donc en termes de temps. Et sinon, est-ce que je suis capable de rajouter ce paiement-là dans mon budget en me laissant quand même de la marge de manœuvre? Fait que je te dirais que c'est plus en fonction de comment on utilise le crédit qu'en soi, c'est-tu bon ou mauvais. T'sais. Dans le sens qu'on l'utilise parce qu'on est capable de faire le paiement dessus. C'est dire un peu comme de dire, ben là, moi j'ai une propriété, j'ai pas le choix, mais il faut quand même que le montant de la propriété soit mis dans mon budget. Mais en même temps, c'est pas parce que j'ai de la place dans mon budget pour me mettre un paiement de plus que c'est une bonne idée de mettre du crédit dans mon budget non plus. Il faut revenir aussi à est-ce que je suis capable de l'économiser ou est-ce que j'en ai vraiment besoin aussi. Oui, parce que des fois, la pièce de char à pète, mais tu n'as pas le 1500$ pour le réparer. Non, c'est ça, exact. Fait qu'il y a quand même des bons et mauvais, mais il faut évaluer selon la situation. Puis c'est quoi la solution au crédit? Bien, pas la solution, mais le crédit qui est le plus difficile, selon vous, à gérer là, pour les gens? Le crédit le plus difficile à contrôler, dans le fond, je pense que ce serait la carte de crédit. Parce que, bien, premièrement, c'est vraiment accessible. Là. Presque tout le monde en a une et même plusieurs. Ensuite de ça, c'est tellement facile de dépenser avec ça. Là. Ça peut être dans le confort de notre maison, en un petit clic. Donc, à quel point je vais aller vérifier... Amazon. Exact. À quel point je vais aller vérifier dans mon budget avant de faire mon petit clic sur « Acheter »,« Acheter au panier ». Donc, c'est très facile de l'utiliser. Mais je pense qu'aussi, c'est vu comme un prolongement de nos revenus. Donc, on l'utilise comme si c'était de la marge qu'on avait et finalement, on ne voit plus nécessairement la différence entre oui, c'est une dette ou oui, c'est de l'actif que j'ai. Donc, je te dirais que c'est beaucoup avec la carte de crédit. Puis, c'est difficile avec cet outil-là de voir, d'avoir un regard réel sur est-ce que je m'endette en ce moment ou est-ce que je rembourse mes dettes ou est-ce que mon budget est équilibré. Parce que si j'ai un petit déficit dans mon budget d'une centaine de dollars, ça peut facilement être épongé par cette carte de crédit-là, puis je ne m'en rendrai pas compte. Donc, c'est vraiment difficile plus avec la carte de crédit d'avoir un regard sur notre endettement, je dirais. Mais dans cette optique-là, mais comment c'est possible? Parce que, tu sais, mettons, si je paye ma carte de crédit, puis là, tu dis finalement, je m'endette plus, c'est comment ça se produit réellement? Bien, par exemple, si j'utilise ma carte de crédit pour toutes mes dépenses courantes, donc pour mon épicerie, les restaurants, l'essence. Donc, à chaque mois, je monte un gros solde sur ma carte de crédit et je fais un gros paiement dessus. Mais au final, je ne sais pas si mon paiement, il rembourse plus que ce que j'ai dépensé ce mois-ci et qui baisse ma dette. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est difficile d'avoir un regard sur ton endettement. Est-ce que j'ai vraiment remboursé tout ce que j'avais dépensé? C'est vraiment le budget qui va nous permettre de répondre à ça, en fait, de déterminer
peu importe de quelle façon je fais ma dépense avec ma carte de débit ou ma carte de crédit, tant que c'était prévu dans mon budget, en fait. Fait au final, maintenant, si je résume, c'est qu'il faudrait que toutes les dépenses de ma carte de crédit, je les mette dans mon budget. Puis là, à ce moment-là, il faudrait que ça l'arrive. Il ne faudrait pas qu'il y ait un négatif. Puis des fois, c'est souvent ce qui arrive, c'est que on le fait, on utilise la carte de crédit, mais on oublie de mettre ces dépenses-là, finalement, dans notre budget. Puis là, ben ça l'arrive. Mais finalement, si on n'avait pas eu la carte, ça l'arriverait pas. C'est ça. Puis là, on s'en rend pas compte nécessairement parce qu'on a accès à cette carte de crédit-là. OK, c'est plus clair. Puis pourquoi, mettons, il y a tant de gens qui se retrouvent avec des dettes qu'ils ne peuvent pas rembourser comme ça? Comment ça, on le voit là, de plus en plus? Là? Bien, en fait, je te dirais, Annick, qu'on est une société de consommation. OK? Fait que, on va plus à est-ce que j'ai besoin, puis la pression sociale, mes collègues de travail, ma famille, et tout le monde me dit, mais pourquoi tu n'as pas changé d'auto? Fait que je vais aller chercher mon auto. Pourquoi tu n'as pas changé de télé? Ton cellulaire, il faut le changer. Fait qu'on suit en mode, puis on ne voit pas si on peut se permettre la mode. OK? Et c'est sûr qu'on revient toujours avant de faire un achat, on doit faire un budget. Ça va nous permettre de voir est-ce que je suis capable de me payer et est-ce que je souhaite acheter. Et ça va me permettre de voir est-ce que je suis en train de m'endetter davantage. Puis quand on arrive on n'a plus d'accès au crédit, je ne suis plus capable de payer parce que mes paiements dépassent ma capacité de remboursement. Fait que oui, on voit souvent les gens qui ont dépensé davantage puis qui n'ont pas fait attention à leur budget, puis ils sont plus capables de rembourser la carte de crédit. C'est quand même quelque chose qui fait que c'est un peu la tentation, autour de nous, la société, tout ça qui amène un peu les gens finalement à surconsommer là, ou à consommer davantage par rapport à leurs revenus finalement. Fait que là, ça crée de l'endettement. C'est ce que je comprends. Ça crée l'endettement. On souhaite suivre tout le monde. Oui, c'est ça. C'est à la mode. Puis, c'est quoi les impacts que ça a, l'endettement, sur la vie des gens? Parce que, tu sais, là, on voit qu'il y a du monde sans dette, mais c'est quoi l'impact que ça va avoir sur leur vie? Bien, je commencerai par dire que on peut vivre avec un endettement sans vivre de problème. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir mon paiement d'auto, ma carte de crédit qui est sous contrôle, et tout ça, ça va très bien. On va parler de surendettement à partir du moment où le fait de rembourser les paiements de dette, ça nous enlève de l'argent pour payer nos comptes réguliers, il en manque pour faire l'épicerie. Donc là, on va parler de surendettement. Et le parallèle que je vais faire, c'est qu'au CIB, on a porté une recherche, en fait, sur 1 an, où on voulait aller vérifier si on le savait, la réponse, mais si il y avait des impacts sur la santé à vivre en situation de surendettement. Et ce rapport-là est très éloquent. Donc, on peut constater, dans le fond, une des questions qui était « Est-ce que vous pensez que votre situation financière a un impact sur votre santé? » À 98 % les participants à la recherche étaient unanimes, c'est oui. Pourquoi? Parce que c'est démontré que ça fait vivre plus de stress. On peut vivre de l'insomnie. Ça va engendrer des conflits dans le couple. On parlait des difficultés tantôt de couple. Ça peut même se répercuter par rapport aux enfants qui ont moins accès à des activités parascolaires, des choses comme ça. Donc, les impacts ont été démontrés dans cette étude-là. D'ailleurs, on pourrait inviter les gens à aller voir notre site web. Là, le rapport de recherche, il est disponible sur notre site web. Fait que, en gros, c'est pas très agréable et sain de rester longtemps dans un problème de surendettement. Oui, puis ça amène le stress à long terme pour les gens. Puis, OK. Fait que, puis, comment on fait? Parce que là, tu sais, là, on a vu un peu c'est quoi l'endettement, surendettement, mais comment on fait pour savoir qu'on est vraiment en situation de surendettement? Parce que là, on voit un petit peu la différence, mais comment on fait? Là, comment je peux trouver ou savoir que là, en ce moment, je suis en situation de surendettement?
Mais en fait, le surendettement, là, c'est insidieux. On ne va pas se réveiller un matin en se disant « Bon, bien, à partir d'aujourd'hui, je commence à me surendetter ». Ça va se faire de façon graduelle, souvent par un endettement qui est progressif et dont on a plus ou moins conscience. Donc, par exemple, j'ai des cartes de crédit, je paye le montant minimum, ça va bien. J'ai un électroménager qui brise, je vais me chercher un prêt pour ça. J'ai un peu de difficulté, mais j'y arrive encore. Je dois changer de voiture rapidement. Et là, finalement, j'en viens à devoir mettre mes dépenses courantes sur ma carte de crédit. On en parlait un peu tantôt. Mais là, déjà, ça, c'est un indice. Ou est-ce que là, je dois mettre toutes mes dépenses courantes sur ma carte de crédit et j'ai de la difficulté à rembourser cette carte de crédit-là. Et là, ma carte de crédit approche de la limite. Donc, je pense que si on ne fait pas de budget, on ne s'en rend pas compte tant qu'on a accès à du crédit. Parce que justement, on le disait tantôt, on n'a pas de vision très claire sur notre endettement quand c'est progressif comme ça. Si on fait notre budget, c'est quand même très clair si on n'arrive pas. La colonne des revenus moins les dépenses, on voit qu'il y a un négatif. Même si le négatif n'est pas énorme, bien, c'est là où est-ce que c'est encore plus insidieux. Dans quelques mois, si j'étais à moins 100 $ par mois, bien, ça va finir par paraître. Et c'est là le risque de danger de tomber dans la roue du surendettement, en fait. Où est-ce que là, non seulement mon budget n'est pas équilibré, mais j'ai encore plus de dettes à rembourser dû à cette roue-là, en fait. Mais puis là, si je comprends bien, ce que tu dis aussi dans tout ça, c'est que si je fais juste payer mon minimum, dans le fond, les intérêts, ils augmentent. Ça fait que finalement, tu sais, les intérêts, là, ça va être plus élevé au final? Ils ne seront pas nécessairement plus élevés, mais en fait, c'est que si je paye seulement le paiement minimum, ça va être très long à rembourser cette carte de crédit-là. Ça peut être correct, c'est juste que si en plus, on se prend d'autres prêts et que là, finalement, on n'est pas capable de faire non plus ce paiement minimum-là, mais qu'en plus, je dois mettre mes dépenses courantes sur cette carte de crédit-là. Donc, c'est même plus pour des imprévus, c'est vraiment pour subvenir à mes besoins de la vie quotidienne. C'est là où est-ce que j'ai plus d'accès là, à rien, puis que là, c'est dangereux de tomber dans cette roue-là, en fait. Là. OK. Fait que c'est pas tant en termes du paiement minimum, mais plus que j'ai pas le choix d'utiliser la carte de crédit pour répondre à mes besoins. OK. Parce qu'il y en a que dans la vie, que s'il n'y a pas la carte de crédit, ils n'y arrivent pas tout simplement, dans le fond, dans leur budget. C'est ça. Puis là, c'est là que ça marche pas. Là. Si à chaque fois, il faut que tu utilises ta carte de crédit pour arriver, ça fonctionne pas. Fait que ça peut être une astuce de voir que finalement, dans les revenus que tu as versus les dépenses, bien, ça correspond pas. Exact. OK, c'est bon, c'est intéressant. Puis, est-ce que c'est la société qui nous pousse finalement, tu sais, à vivre au-dessus de nos moyens, tu sais, parce que là, tu sais, c'est facile, là, on parlait tantôt là, de la carte de crédit, c'est facile de cliquer là-dessus puis d'aller sur les applications, peu importe Amazon de ce monde et de... Est-ce que vous voyez un lien, vous autres, là, dans votre travail? Je te dirais que oui, Annick, on les voit dans nos bureaux, puis on voit que, comme je l'ai déjà mentionné, on est une société de consommation. Fait que on les voit souvent. Fait que juste la pression sociale, puis comme je l'ai mentionné, la famille, mes collègues de travail et mes amis, il faut que je montre à mes amis que j'ai une vie sociale, que je peux manger au resto, que je peux m'habiller, que je peux changer mon téléphone. Fait que oui, puis en plus, si je ne peux pas me payer, puis que je ne peux pas me payer mes plaisirs, puis que j'ai fait recours au crédit, ça va empirer ma situation. Fait que c'est ce qu'on voit dans nos bureaux. On pourrait, j'ai le goût de rajouter, tu sais, qu'on pourrait en arriver à un moment donné avec ces difficultés-là à se sentir comme dans un tourbillon, une spirale d'endettement, puis on ne sait plus trop par quel bout prendre ça, tu sais. Puis j'aurais le goût, tu sais, qu'on partage avec les gens que dès qu'on en prend conscience de ce mal-être-là qui est dû à notre situation financière, bien, il faut se mettre en action. Parce que dans le domaine financier, le temps n'arrange pas nécessairement les choses. Plus on attend avant de faire une prise en charge des difficultés, plus les difficultés grandissent. Donc, on ne reste pas dans ce tourbillon d'endettement-là. On doit rapidement là, se mettre en action. Puis, j'aurais le goût d'ajouter aussi que... avant, souvent, c'est qu'on a tendance, devant cette situation-là, à chercher une solution rapide. Hein? Là, hey, qu'est-ce que je ferais bien? Faut-tu que je fasse faillite? Faut-tu que j'aille faire une consolidation de dette? Je dirais que la première démarche importante, c'est de savoir qu'est-ce qui m'a emmené là? Qu'est-ce qui m'a emmené là? Parce que si j'applique une solution et que je reviens dans le même modèle que j'étais avant,
je vais revenir dans la même situation. Donc, ça, c'est essentiel. Mettez-vous en action. Ça peut être aussi de venir nous voir aux cibles, parce que nous, on n'a pas une proposition toute faite à vous proposer. On va travailler avec l'outil budget et on va évaluer différentes possibilités. Et malgré parfois le surendettement, juste le fait de reprendre en charge son budget, ça peut être suffisant pour reprendre le dessus. Puis d'autres fois, on va devoir effectivement mettre en pratique dans le budget, est-ce qu'une consolidation de dette, ça réglerait la situation? Est-ce que c'est une situation de faillite? Donc, vous avez, dans le fond, tout intérêt là, à venir chercher du soutien là, si vous êtes pris dans ce tourbillon-là. Fait qu'au final, là, c'est que la spirale, souvent, des fois, on va la laisser aller, puis là, c'est quand il est rendu trop tard que souvent, on va pas... on oublie de faire les actions, mais ce qui peut être intéressant, ce que tu dis, c'est finalement, il faut prendre le temps de refaire notre budget, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut prioriser. Puis sinon, on a besoin d'aller dans les organismes comme vous, parce que vous, c'est gratuit, c'est confidentiel, de ce que je comprends. Puis dans le fond, ils ne vous vendent pas quelque chose, là. On n'a rien à vendre. On n'a rien à vendre. C'est bon. Puis fait que ça fait en sorte que c'est un éclairage qui est plus libre à ce moment-là, plus neutre là, dans la situation, pour savoir est-ce qu'on fait vraiment une consolidation ou on fait autre chose dans cette situation-là. C'est ce que je comprends. Exact. Oui, OK, yes. Je suis bonne. Puis, dans toute cette sphère-là, on accorde tellement maintenant d'importance au crédit aujourd'hui. La cote de crédit, maintenant, les applications vont donner notre cote de crédit. On va vraiment avoir accès à ça un peu partout, puis c'est demandé partout. Qu'est-ce que vous voyez de la conséquence de ça? En fait, on le voit beaucoup dans nos bureaux. Puis, tu sais, aussi, on considère qu'on accorde trop d'importance au dossier de crédit en ce moment, mais en même temps, on comprend les gens d'avoir peur de l'impact sur leur carte de crédit. C'est vrai, tu l'as dit, là, maintenant, c'est demandé partout. C'est demandé par les assurances, c'est demandé même pour l'accès à de l'emploi, pour accès à un logement. Donc, c'est normal que les gens aient peur de l'impact de leur choix, de leur budget sur leur code de crédit. Mais ça ne devrait pas fonctionner comme ça. En fait, on devrait... Au CIB, on pense que le dossier de crédit devrait être en lien uniquement avec les demandes de crédit. Mais en fait, l'impact, ça va être qu'aujourd'hui, tout le monde va avoir un peu peur des conséquences. Et c'est vrai que c'est tellement accessible. Tout le monde a l'application sur ton téléphone, d'aller voir en temps réel et rendu à combien ma cote de crédit. On peut en prendre conscience une fois de temps en temps, regarder ce qui se trouve dans notre dossier de crédit aussi, de faire venir le dossier complet. Mais au final... ça devrait uniquement être pris en compte pour les décisions reliées aux demandes de crédit. OK. C'est possible à ce moment-là de faire venir notre dossier de crédit gratuitement? Oui, en fait, on a le lien sur notre site Internet, là, soit par TransUnion ou par Equifax. On a juste à envoyer la demande par la poste et ils vont nous envoyer notre dossier complet. Ça nous permet de voir aussi s'il y a des erreurs dedans, donc de voir aussi les dettes qui ont un impact sur notre dossier de crédit. Ça va être des choses que vous pouvez travailler avec la personne. On peut accompagner la personne à faire venir son dossier de crédit puis l'analyser avec la personne aussi. Oui, surtout l'analyse pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là. Exact. OK. Puis par rapport à tout ça, tu sais, là, on a parlé de la cote de crédit, tout ça, mais j'avais un questionnement par rapport, on est beaucoup dans une société, vous l'avez super bien nommé, de surconsommation. Est-ce que ça a des impacts? On en parle beaucoup, là, surconsommation, environnement. Est-ce que vous voyez un peu des liens, là, des impacts par rapport à ça? Bien sûr, Annick. En fait, on est dans une société qui consomme beaucoup. On est aussi dans une société capitaliste. Fait qu'on va chercher toujours le profil. Et malheureusement, en détriment des pays plus pauvres, moyens favorisés. Puis je peux te donner l'exemple de Chili, les déserts d'Atacama, qui est rempli de vêtements usagés. Fait que c'est tous les autres pays comme le Canada, puis on peut nommer tous les pays du monde. Fait que des gens du Québec qui vont donner, dans le fond, des vêtements usagés, mettons, dans une friperie, puis eux autres, ils vont l'envoyer au Chili. C'est ça que tu dis? Oui. OK. Fait que c'est quand même... il y a des montagnes de vêtements usagés qui contaminent... c'est pas juste visuel, il y a la pollution et c'est des vêtements qui vont prendre des années avant de disparaître. Je peux te donner aussi l'exemple de l'Inde. L'Inde, il n'y en a plus d'eau. D'eau potable? Non, salut.
d'eau. Ouais, de d'eau. Oui. Je peux te donner l'exemple de l'Inde. C'est un pays où il y a de moins en moins d'eau salubre parce qu'il y a tellement de contamination et aussi ils cherchent les matériaux pour construire nos téléphones, nos ordinateurs. Fait que c'est vraiment, il y a un lien direct de la consommation et l'épuisement des ressources naturelles. OK. C'est quoi, dans le fond, pourquoi, dans le fond, c'est les pays pauvres qui sont les plus touchés, puis moins nous, dans le fond, par rapport à ça, les pays plus riches? Bien, je pense qu'on pourrait répondre très longtemps à cette question-là, mais entre autres, ce qu'on peut remarquer, c'est que les pays qui sont plus pauvres, ils n'ont pas les ressources sociopolitiques de faire face aux impacts environnementaux, en fait, des exploitations. Donc, on veut un peu faire l'exploitation sur le dos de la main-d'œuvre qui est à faible coût dans ces pays-là. Aussi, les pays riches vont trouver des pays qui sont plus laxistes au niveau des normes environnementales. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va surproduire, trouver des pays qui sont plus défavorisés, souvent qui ont moins de normes environnementales, et leur envoyer nos déchets, les déchets de notre surproduction, en fait. Et eux vont être pris pour gérer tous ces déchets-là parce que déjà leur main-d'œuvre est moins chère et qui n'ont pas de règles et de lois pour encadrer ça, en fait. Donc, au final, Excusez, j'ai perdu ma feuille. En fait, au final, c'est nous qui profitons des ressources naturelles des pays les plus défavorisés et eux en vivent que les conséquences, en fait. Fait que dans le fond, c'est nous, dans le fond, on va surconsommer, puis à ce moment-là, tu sais, les déchets, on va leur donner nos déchets, dans le fond, là, c'est ce que je comprends. Puis les conséquences qu'ils vont avoir sur leur santé. Sur leur santé, sur l'environnement, au niveau social. Donc, il y a des conséquences immenses là, de toute notre surproduction, puis qu'on leur envoie ça là, juste parce que c'est moins cher. Puis, comment ça, on surconsomme autant? Tu sais, c'est clair, il y a un lien avec sûrement des publicités, les médias sociaux, tout ça, mais y a-t-il des choses que les compagnies font ou qui font pour que ça soit aussi intense, qu'on soit autant là-dedans? Là? Ben oui, j'aurais goût de commencer par dire que à partir du moment où il y a des milliards de dollars qui sont investis par les grandes entreprises de fabrication de biens et tout, qui sont investis dans la publicité, on n'acceptera pas l'idée que quelqu'un dit « Ah, moi, la publicité, ça ne m'influence pas. » Parce qu'ils garderaient les milliards et ils mettraient dans leur poche. Donc, la publicité, ça a un impact majeur. Tu parlais des réseaux sociaux. On pourrait parler des influenceurs et des influenceuses qui sont parfois grassement payés pour faire la promotion d'un produit. C'est une forme de publicité. Quand Angelica parlait du Chili, en fait, c'est que ça m'a marqué dans le film Buy Now. Il démontre en fait une espèce de stratégie qui est mise en place sur des conseils de grands anthropologues et tout ça, des stratégies qui sont mises en place pour augmenter leur profit le plus possible. Et un des éléments là-dedans, c'est que leur truc, c'est de cacher les déchets. Fait que quand on dit, nous, on consomme gros, on envoie nos déchets en Chine, au Chili, c'est une façon pour eux qu'on ne se sente pas coupable, puis qu'on continue... on ne voit pas les conséquences. On ne voit pas les conséquences. Un autre élément là, qui est dénoncé là, dans ces stratagèmes-là, dans le fond, c'est de mentir aux consommateurs. Ça fait partie de leurs règles du jeu. Cacher les déchets, mentir aux consommateurs. Comme quoi, comme exemple de mensonge? Si vous prenez le temps d'être un petit peu critique par rapport à la publicité, on est tous victimes de ça, on a la TV dans les rues, il y en a partout. Prenez le temps de vous demander qu'est-ce que je viens d'apprendre dans cette publicité-là sur le produit. Vous allez voir qu'en général, on ne nous dit pas trop à quoi ça sert, puis comment ça... On va juste nous dire que c'est essentiel de l'avoir dans notre vie. Qu'on serait donc heureux si on avait ce Il nous manque ça pour être heureux dans la vie. Donc, l'impact est très puissante parce qu'on nous ment.
On nous dit pas les vraies choses. On nous dit pas d'où ça vient, c'est quoi les matériaux qui ont été utilisés, etc. Ou ça dit que c'est produit au Canada, mais finalement, c'est pas produit au Canada. Ou c'est bon pour l'environnement, mais qu'au final, on pourrait en discuter. Oui, quand on parle d'éco-blanchiment, par exemple. Là, donc, en résumé, c'est fait, en fait, la publicité, le marketing, ça a un objectif, c'est de nous faire consommer de plus en plus. Puis, un exemple, tu sais, parce qu'on parle beaucoup de ça, l'obsolescence programmée, tu sais, c'est quelque chose que beaucoup de monde connaît, que dans le fond, tout ce qu'on achète maintenant, ça devient de moins en moins résistant, même c'est difficile à réparer. Tu sais, est-ce que ça fait partie de toutes ces stratégies-là de... Oui, on est assez content que ce phénomène-là ait été mis en lumière parce que, dans le fond, les stratégies que je vous parlais tantôt, les stratagèmes des grandes entreprises, il y en a une qui est il faut vendre plus, toujours plus. Donc, pour vendre plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens derrière ça, dans la fabrication des biens, qui se sont dit bien là, si on le fait plus fragile, le bien, ou bien si cette petite pièce-là, on le sait que dans 5 ans, bien, ils vont être obligés d'en acheter un autre. Donc, l'obsolescence programmée existe sur des produits électroniques, sur toutes sortes de produits. Et heureusement, l'Office de la protection du consommateur avec le gouvernement du Québec, dans le fond, ont mis en place là, une loi pour essayer de diminuer ou contrer cette pratique-là là, d'obsolescence programmée. On pourra mettre les détails sur notre site ou notre page web là, pour informer les gens. Puis, par rapport à ça, comment on peut résister? Là? Tu sais, là, on sait que ça existe, là. C'est un peu triste de ça. Mais comment on peut résister à ça là, comme personne? Là? Bien, le premier mot qui me vient en tête, c'est critique. Il faut être critique de ce qu'on regarde. Je vais prendre un exemple concret, là, parce qu'il y a des sites d'achat maintenant en ligne où tu magasines, puis là, il apparaît un jeu qui te fait gagner 100% de ton produit. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc, tu sais, pourquoi ils nous offrent des rabais sur des produits? Bien, c'est pour qu'on achète d'autres produits. Donc, il faut aller au-delà de l'espèce de sensation, de plaisir qu'on a, puis faire « Hey, c'est quoi qu'ils veulent, là? Ah, ils veulent que j'achète pour 40$, fait qu'ils vont me donner ces produits-là si je le fais. » Fait que être critique... Par contre, il ne faut pas rejeter toute la responsabilité nécessairement sur le consommateur, hein, parce que tout est fait pour qu'on consomme, mais c'est quand même nous qui avons le choix de ce qu'on achète et de la quantité de choses qu'on achète. Et ça peut faire une différence dans l'impact au niveau de la société. Fait que non, tout n'est pas de la faute du consommateur, au contraire, mais prenons garde de tomber dans ce piège-là de surconsommation de bébelles puis de remplir nos maisons. Parce qu'au final, c'est le consommateur qui a les impacts de sa surconsommation. C'est lui qui va en vivre les conséquences. Exactement. Il va être tout seul devant cette difficulté-là. Mais c'est le consommateur qui va payer la facture, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est quoi les gestes? Tu sais, parce que là, on parle des gestes pour un peu essayer de résister aux médias sociaux, ben, à toutes les entreprises qui essayent de nous vendre des choses. Mais est-ce qu'il y a des gestes aussi en lien avec plus l'environnement? Parce que on parle de surconsommation, mais y a-t-il des gestes qu'on peut faire qui vont aider aussi à ce niveau-là? Là? Mais en fait, ce qu'on peut dire à cette question-là, comment on peut répondre, c'est que c'est de consommer mieux et moins. Comment je peux traduire ça? C'est de faire attention toujours à qu'est-ce que j'ai besoin. Il y a plein de stratégies, il y a d'autres choix qu'on peut avoir. C'est, admettons, je peux acheter mes ustensiles, mes vêtements, des meubles de deuxième main. Fait que là, il y a moins de produits qui se trouvent à la poubelle, puis que je peux les utiliser.
Fait que c'est un peu ça. Et sinon, aussi d'éviter les emballages ou les produits à usage unique. Fait que si j'achète quelque chose, bien, je vais trouver la fonction pour que je puisse l'utiliser à long terme, puis que s'il y a quelqu'un qui peut le réutiliser après, qu'il soit en état de réutiliser. Fait que, mettons, tu sais, comme je m'achète une guenille plutôt que des essuie-tout, des petites choses comme ça, parce que ça a un impact, parce que plus on achète, finalement, plus ça a un impact, finalement, sur l'environnement. Oui, c'est des petits gestes. Fait que de réutiliser et tout ça. OK. J'ajouterais que le projet de loi qui est passé, justement, pour lutter contre l'obsolescence programmée, inclut également une obligation pour les producteurs, les fabricants, de rendre leurs produits réparables. Ce que souvent, on s'affronte comme difficulté parce que les pièces sont scellées, parce qu'on n'a pas de pièces de rechange. Donc, ça aussi, ça fera partie là, des modifications qui vont, à mon avis, dans le bon sens. Là. De pouvoir réparer notre téléphone quand il est brisé. Puis, là, on parle des gens, mais est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que les gouvernements, la législation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Là, tu parlais de la loi, justement, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que le gouvernement pourrait mettre en place peut-être pour améliorer la situation pour nous? Là? Oui, c'est sûr que le gouvernement peut faire des lois qui vont limiter les déchets qui sont produits pour les usines. Et l'interdiction de l'obsolescence programmée, c'est ce qu'on vise comme association de protection des consommateurs. Et la loi sur l'éco-blanchissement aussi. J'aimerais peut-être que Nathalie nous parle un peu plus de cette loi-là. L'éco-blanchiment, bien, je pense que tout le monde en a vu là, dans les différentes publicités. Là, je veux dire, présentement, les entreprises ont compris que si ils utilisaient le terme vert, c'est un produit vert, c'est un produit qui n'est pas mauvais pour l'environnement. Donc, les entreprises poussent la note à aller jusqu'à dire, par exemple, que le VUS, il est vert, même s'il n'est pas électrique. Donc, on pousse la note trop loin. Puis ça nous fait croire qu'on ajoute des choses qui sont bonnes pour l'environnement alors que c'est faux. C'est ce qu'on va appeler l'éco-blanchiment. Qu'on parlait de mensonges tantôt là, par rapport aux entreprises, c'est ça souvent qu'ils vont mentir en mettant des logos qui sont verts ou puis en nous faisant croire que c'est vert, mais finalement, c'est pas du tout bon pour l'environnement. C'est juste une ce que je technique comprends, marketing. c'est un peu ça. Ouais, c'est une technique marketing, puis de dire OK, finalement, je fais des bons choix pour l'environnement, mais finalement, c'est pas vrai. C'est un peu ça, l'éco-blanchiment? C'est ça. Parfait. C'est un phénomène qu'on va voir quand on dit entreprise. Il faut voir que tu sais, nos magasins, nos commerçants locaux, en général, tu sais, sont honnêtes avec nous et tout ça. Fait qu'on parle davantage des grosses machines là, qui contrôlent actuellement à peu près tout le champ de la consommation. Donc, les grands fabricants, les grandes entreprises multinationales, c'est davantage elles qu'on va cibler parce que mon garage au coin, il investit pas, il investit à peine 400$ en publicité. Ça fait que c'est pas lui qui joue avec ça. Là. C'est un peu différent. Puis, en terminant, j'aimerais ça que vous disiez aux téléspectateurs avec quoi, pas vous disiez, mais qu'est-ce que vous aimeriez que les téléspectateurs retiennent là, de toute cette rencontre-là aujourd'hui? Bon, je dirais aux téléspectateurs de soyez informés, allez chercher l'information dans la bonne ressource. Il y a le site de l'Office de protection des consommateurs pour tout ce qui concerne la loi de protection des consommateurs. Mauricie, on a le service d'aide aux consommateurs. C'est aussi un organisme communautaire. Ça peut être une bonne référence si vous avez des problèmes liés à l'achat d'une auto, à l'achat de mon ordinateur qui est brisé. Fait qu'il y a l'accompagnement de ce côté-là. Parfait. Bien, de mon côté, je pense que ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'on a nommé une couple de fois, là, en fait, que la surconsommation, c'est un problème qui est de société. Donc, ça peut nous faire croire qu'on n'a peu ou pas d'impact sur cette situation-là en tant qu'individu, en tant que consommateur. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, individuellement,
pour s'y retrouver, en fait, dans cette société de consommation-là, bien, c'est peut-être de se ramener à l'essentiel, de se poser la question, qu'est-ce qui nous rend heureux, nous, simplement? Qu'est-ce qu'on peut faire, là, pour donner du sens un peu sans avoir à surconsommer? D'ailleurs, on a fait un événement récemment qui était un micro ouvert où est-ce qu'on amenait les gens à venir discuter justement de ça, de qu'est-ce qui peut les rendre heureux sans consommer. Puis de là, il est sorti plein là, de super beaux témoignages, là, beaucoup par rapport aux relations humaines, aux activités là, qui donnent du sens envers les valeurs de la personne. Donc, c'était vraiment une belle activité qui a fait ressortir plein d'éléments pour se sentir qu'on a un petit pouvoir sur notre bonheur, mais en se sortant de cette roue-là de la surconsommation, en fait. Intéressant. Ouais. Moi, j'aurais le goût de dire 2 choses. La première, j'aimerais là, que les gens sachent que quand on prend des positions politiques aux cibles, qu'on dénonce la surconsommation, qu'on dénonce le surendettement, jamais on va mettre ça en pratique dans nos bureaux. Donc, on n'intervient pas individuellement sur chacun des budgets. Le budget, ça regarde les gens. Nous, on fournit les outils, on les accompagne. Donc, on n'est pas là pour tenir des discours là, au niveau du service de consultation budgétaire. Donc, il y avait ça. Et on ne peut pas clore cette rencontre-là sans renommer l'importance du budget. Pourquoi? Parce que on se rend compte que les décisions, souvent de dépenses, d'achats, ça se fait de manière spontanée, alors que ça devrait se faire sur la base d'un budget. Sarah Kim l'a abordé un peu tantôt, mais c'est important, c'est notre outil pour gérer notre entreprise familiale, de regarder si je m'en vais à la bonne place, puis si je prends les bonnes décisions. Donc, j'aurais le goût de dire à tout le monde, à vos budgets, puis si vous avez des difficultés, bien, contactez-nous, on va pouvoir vous soutenir. Oh, c'est bon, ça. Ben, en tout cas, ça donne un peu d'espoir en même temps de tout ça, de savoir au moins qu'il y a des solutions et qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Fait que, ben, merci à tous. Fait que merci Sarah Kim, Angelica et Nathalie. Puis, si vous voulez plus d'informations sur le CIB, vous pouvez aller sur le site web du CIB à cible-mauricie.ca ou vous pouvez les contacter au 819-378-7888. Puis mon nom est Yannick Beneke. Moi aussi, je suis conseillère budgétaire au CIB. C'est moi qui vais être sur le territoire de Nicolet-Bécancour-Yamaska là, à partir de maintenant. Fait que vous pouvez pouvoir me contacter aussi au même numéro. Merci beaucoup. Une bonne journée.
left a good job in the city, working for a man every night and day. But I never lost 1 minute of sleep, worrying about the way things might have been. Big wheels keep on turning, proud Mary keep on burning, whirling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river. Good job in the city, working for the men every night and day. And I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way things might have been. Big wheels keep on turning, brown Mary keep on burning, and we're rolling, 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 rolling on the river. And we're rolling, 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 rolling on the river. All right! Paint a lot of plates in Memphis, pumped a lot of things down in New Orleans, but I never saw the good side of the city till I used to ride on the river called Queen. Big wheels keep on turning, brown Mary keep on burning, and we're rolling, 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 rolling on the river. Rolling, 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 rolling on the river. We're up to all right! Woo! You're gonna find some people who live, and you don't have to worry if you got no money. People in the town are happy to give. Big wheels keep on turning, brown Mary keep on burning, and we're rolling, 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 rolling on the river. Rolling, 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 rolling on the river. We're up to all right! Rolling, 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 rolling on the river. Rolling, 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 rolling on the river. Et elle te dit qu'elle serait juste à toi l'après-midi au rond-point, au carré, la fontaine de Saint-Louis. Tu t'y rends, tu y vas, à l'air comme à l'habitude, mais il ne s'y trouve pas. Tu es fait comme un rat. Ce n'est rien, je vais lui téléphoner. Ce n'est rien. Elle a seulement oublié, mais au moment où tu allais vers la cabine, tu la vois rigolant avec copains et copines. C'est pas facile quand Isabelle te laisse tomber, y a pas de quoi rire. Quand Isabelle te fait marcher. La salope à la vache, les copains et les la salope à la vache.